si les dirigeants africains disons, arrivent à faire l'unité pour que l'Afrique soit respectée, tous les Noirs de la diaspora se feront respecter. Ils ne seront pas humiliés comme ça parce qu'il y a une relation entre les États. Et cette relation, elle est très forte, elle est organisée au niveau des Nations Unies. Et on ne peut pas comme ça, voilà, quand on déshabille un Noir dans la rue, quand on le maltraite, il n'y a pas de réaction au niveau de l'Afrique. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que les Noirs, les gens qui viennent là, pourquoi ils ne viennent pas? Dans une certaine mesure, je les comprends. Ça dépend de leur niveau peut-être d'analyse. Ils ne viennent pas parce qu'ils pensent que ça ne va rien changer que je vienne chez vous. Le problème, c'est déjà au niveau de nos États. C'est nos États qui doivent faire que les choses changent. Et je suis très content aujourd'hui, avant même peut-être de mourir dans quelques années qui vont venir, de voir qu'en Afrique, on a pris conscience de ça, que la jeunesse a pris conscience de ça et que la jeunesse est en train de faire une pression, de mettre une pression considérable sur les autorités pour que nous aussi, nous sommes des êtres humains, nous voulons être respectés. Il ne faut pas que les dirigeants africains soient des représentants d'autres pays, d'autres dirigeants pour nous écraser. C'est le message qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et ce message, il est très fort. La diaspora ici, qu'est-ce qu'il doit faire? La diaspora en Afrique, en Europe, doit aider cette jeunesse africaine qui est en train de se battre. Il faudrait les aider. Organiser des panels de discussion comme ça, c'est une bonne chose. Et leur donner des idées, donner des solutions. Ces solutions doivent aller aussi au niveau des dirigeants. Les dirigeants au niveau de l'Afrique sont aussi en train de confondre. Je m'en veux pour preuve que lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, la 70e Assemblée, il y a beaucoup de dirigeants qui l'ont dit qu'on n'écoute pas les Africains. Mais lorsqu'on doit utiliser les Africains pour d'autres intérêts, les Africains existent. Mais quand ils posent des revendications, lorsqu'ils demandent, ils viennent avec des machins, des sujets concrets, que dire que l'Afrique compte aujourd'hui plus de 1,2 milliard d'êtres humains et que l'Afrique n'est pas représentée au niveau planétaire, au niveau du monde, au niveau par exemple, du Conseil de sécurité. Ce sont des nègres. On ne tient pas compte de ça. Et beaucoup de dirigeants africains ont compris cela aujourd'hui. Et ça, c'est au moins un petit, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un petit signe de fierté d'être africain. C'est un signe de fierté de savoir que j'ai lu Mongo Betty, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre qui s'appelle « Africain si vous parliez ». Africain si vous parliez. On vous écrase les pieds, on vous humilie, on vous fait tout, il faut le dire. Vous n'avez pas les armes pour tuer, on vient vous tuer, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et l'Assemblée générale, la 70e Assemblée générale de l'ONU, a donné l'occasion à beaucoup d'Africains de le dire. De dire que nous ne pouvons plus vivre dans un monde criminel, égoïste, raciste. Ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Donc, notre lutte ici, ça a quand même aidé à sensibiliser les choses, à sensibiliser au niveau du pays. Je crois que depuis ces derniers temps, il y a eu une réduction. Il n'y a plus, disons, cette histoire que chaque matin, ou bien on entend qu'il y a un Noir qui a été tabassé, il y a un Noir qui a été tué, ou bien il y a des crimes. Ça a beaucoup diminué, en fait. On n'a plus reçu beaucoup de plaintes au niveau du camp, même s'il y a la souffrance liée à la discrimination qui continue. Voilà, juste j'ai essayé de faire tout ce parcours-là depuis mes études, en sautant beaucoup de détails pour vous permettre d'avoir une idée générale. Je vous remercie. Très bien. Merci. Merci pour l'expérience partagée. Alors, la parole sera donnée au frère Bobli. Voilà, on dit, les Africains pensent que voilà, tout est vendu, on ne peut plus rien faire. Est-ce vrai? Et est-ce que, comme le frère le dit, il faut maintenant, est-ce que les États africains, pour ne pas dire les gouvernants, est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience? Ce qu'on a vu à l'ONU, on a vu qu'il y a eu des discours plus forts que ça. Il y a eu Sékou Touré, il y a eu même Mobutu qui avait quand même secoué l'ONU entre-temps, avant qu'il ne change de peau. Il y a eu Sankara, hein, il y a eu Kadhafi. Donc,
On a eu quand même des figures africaines qui ont passé à l'ONU, mais rien n'a changé. Bogli. Excuse-moi, quand même, attends, il ne faut pas oublier l'élément, la pression populaire. Voilà. Cet élément attaché à ça, c'est ça le grand changement aujourd'hui. C'est la nouveauté d'aujourd'hui. Voilà. Ok, alors comment pouvoir cerner, faire en sorte que cette pression populaire devienne une force pour l'Afrique? Le frère Bogli a la parole. Merci. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du racisme. Je sais que le racisme existe, on le vit, on le côtoie dans le cadre professionnel. D'ailleurs, André et moi, on est en train de traiter un cas actuellement dans une grande entreprise publique, hein, où cet Africain qui travaille là-bas depuis 18 ans se fait traiter de nègre tout le temps. Et pas plus qu'il y a 2 semaines, il y a 10 jours, André et moi, on s'était rendus à Berne pour rencontrer la direction de cette entreprise. Figurez-vous que le compatriote qui vivait ce traitement depuis des années a osé un matin réagir parce que le gars qui me traitait de nègre tout le temps, ben, un jour, le 6 avril dernier, il était encore venu vers lui pour lui dire « Sale nègre, vous êtes toujours ici pour piquer le travail, vous mangez le pain des Suisses. » Et bon, le gars, il avait une caisse dans la main. L'auteur de l'injure raciste voulait lui toucher les épaules en disant « Non, non, ne le prends pas mal, c'est juste pour rigoler. » Et puis le gars réagit en disant « Ne me touche pas. » Et la caisse a touché l'oreille de ce monsieur. Il est allé se plaindre auprès de la direction. L'Africain a été licencié avec effet immédiat pour faute grave, pour violence. Donc, la direction n'a même pas pris le temps de l'écouter. Hein? Ils n'ont même pas écouté ce compatriote africain qui vit ce traitement raciste depuis 18 ans. Ils l'ont licencié. Et finalement, ce cas nous est parvenu. Donc, on s'était rendu à la direction de cette entreprise. D'abord, on a demandé à être reçu. La direction ne voulait pas nous recevoir. On a écrit une lettre incendiaire. On a dit, voilà, si vous ne nous recevez pas, nous allons agir devant l'opinion. Il a fallu hausser le ton pour qu'on nous reçoive. Et évidemment, la direction a avoué effectivement qu'ils n'ont pas bien investigué. Donc maintenant, on a obligé la direction à ouvrir une investigation et puis sanctionner éventuellement, si les faits s'avèrent vrais, sanctionner l'auteur de ces infractions et puis réintégrer notre compatriote et l'indemniser. Ça, ce sont les conditions qu'on a posées et on a fait une discussion de plus de 2 heures de temps. La direction nous a écoutés où on a tout sorti. Donc, le racisme est une réalité. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que si les Africains sont traités de cette façon dans le monde d'une manière générale, c'est lié au fait que la situation en Afrique n'évolue pas. C'est-à-dire qu'un peuple ne peut pas être respecté si son propre foyer lui a échappé. Nous ne pouvons pas avoir de la considération dans le monde si, dans nos propres pays, nous sommes tués, on nous tape, on nous prive d'eau potable, les dictateurs africains nous humilient, il n'y a pas de considération. La police africaine, d'une manière générale, est une milice au service des dictateurs africains qui sont eux-mêmes au service d'un système colonial. Et bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les Africains, malgré quelques efforts ici ou là, nous n'arrivons pas à inverser la situation pour la changer en notre faveur. Donc, tant que la situation sera en Afrique, celle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, les Noirs n'auront pas de la considération dans le monde. C'est aussi simple que ça. Les Chinois étaient traités de jaunes, moqués, mangeurs de riz, durant des siècles. Mais à partir du moment où les Chinois, en 1949, ont conclu leur révolution et ont commencé à rebâtir leur pays, aujourd'hui la Chine est sur le toit du monde, personne ne peut traiter un Chinois comme on traite les Noirs aujourd'hui. Donc la solution pour nous,
c'est de reconquérir notre foyer africain pour le rebâtir. Voilà, si nous rebâtissons notre identité en rebâtissant l'Afrique, en lui donnant les structures qu'il faut, le respect qu'il faut, le respect se mérite. Ce n'est pas parce que nous avons 2 pieds, 2 yeux, 2 bras, qu'on nous considère comme des hommes. Non, on nous a exclus de l'humanité. Ça a été dit par André. Au 15e, 16e siècle, à la renaissance de l'Europe, ben, il y a eu des grands penseurs, hein, des scientifiques, qui ont réfléchi, qui ont même fait de la classification des espèces pour dire que les Noirs sont plus proches des singes que des hommes. Et l'homme, en réalité, quand on a, en 1948, quand on a dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'incluait pas les Africains. Parce que les Africains étaient exclus de l'humanité. Et même si aujourd'hui nous avons l'impression qu'on nous a cooptés dans ce système dans lequel nous nous trouvons, la réalité, c'est-à-dire que la pensée profonde, hein, qui gouverne le monde, c'est que les Noirs ne sont pas encore arrivés au stade, hein, des êtres humains dignes de respect et de considération. Donc ça, ce travail-là, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Ce n'est pas les Blancs, entre guillemets, qui vont nous donner d'eux-mêmes la considération. Non, c'est une bataille. Chaque peuple doit batailler pour s'affirmer. Voilà. Si un peuple n'est pas capable de s'affirmer, eh bien, il n'aura aucune considération, aussi bien chez lui-même, d'abord, parce que c'est là que tout commence. Tout commence par notre foyer, par la terre africaine. Si la terre africaine continue à être sous colonisation, où les richesses africaines profitent au monde et à la petite élite coloniale qui est mise en place là-bas, et les Africains eux-mêmes sont en haillons, nus, producteurs de coton, mais nus, on nous exporte. Nous avons les terres les plus arables au monde, les plus fertiles, mais qu'est-ce qu'on voit? On importe du riz, on a de l'huile de colza, mais des trucs comme ça, vous voulez qu'on nous respecte comment? Si nous avons des dictateurs chez nous, puis que nous fuyons pour venir rester dans le pays de ceux qui, justement, alimentent ce système chez nous, vous voulez qu'on nous respecte comment? On ne peut pas nous respecter. Et ce qui est plus grave, fuir le pays, c'est pas un crime. Mais fuir le pays, venir rester ici et ne pas s'organiser, c'est le crime suprême selon moi. Le fait que les Africains refusent de s'organiser à l'étranger, pour moi, ça c'est inacceptable. Et nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. Voilà. Il n'y aura pas de salut pour notre peuple si les Africains eux-mêmes continuent comme nous sommes en train de nous comporter actuellement, hein, dans la diaspora, en tout cas, puisque nous sommes dans la diaspora, notre comportement laisse à désirer. Nous ne prenons pas conscience des dangers qui nous guettent, nous ne voulons pas nous organiser. Donc moi, je ne vais plus dire que c'est les autres le problème. Oui, les autres sont dans leur position, ils agissent, ils défendent leurs intérêts, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On nous appelle pour nous réunir, les gens ne viennent même pas. Nous fixons des rendez-vous, on se donne des heures pour nous voir, les gens ne viennent pas à l'heure. On ne respecte rien. Tout le monde s'en fout, chacun ne pense qu'à son petit ventre. Ça ne peut pas aller. On ne fait pas société comme ça. Donc moi je veux parler des choses terre à terre. Ça fait une vingtaine d'années que je milite. J'ai parcouru l'Afrique, j'étais dans les jeunesses panafricanistes. Et quand aujourd'hui je fais le bilan, je suis extrêmement déçu et triste. Et ça, ce n'est pas la faute de ceux qui nous dominent. Ceux qui nous dominent ont raison de nous dominer. C'est tout. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Noirs prennent conscience pour se dire que si nous continuons comme ça, nous venons ici, nous faisons même des enfants. Nous ne faisons pas des enfants, nous fabriquons des esclaves pour ce système. Ça veut dire que nous ne donnons pas un avenir, hein, de liberté à nos enfants. Nous faisons des enfants sans leur préparer l'espace où ils doivent vivre.
Donc ça, c'est de notre faute. Voyez? Donc moi, je veux dire simplement que la réalité du monde, c'est que le monde, la vie, c'est un combat. Et chaque peuple doit se battre pour survivre. Le monde, c'est pas un temple religieux où tout le monde vient s'embrasser. Non, non, le monde, c'est la guerre. Le monde, c'est la compétition. Le monde, c'est la violence. Le monde, c'est l'organisation. Le monde, c'est la prise en charge de chacun. Pour chacun. Chaque peuple doit s'organiser. On le voit. Aujourd'hui, puisque c'est écrit sur l'affiche qu'il faut parler de la guerre en Ukraine et tout ça par rapport à l'Afrique, on le voit très bien. Les Occidentaux sont dans une logique. C'est-à-dire que les élites occidentales sont dans une logique, c'est de maintenir la domination que l'Occident exerce sur le monde depuis la renaissance de l'Europe. C'est tout. Voilà. Et aucun peuple ne doit être... S'il y a un peuple qui veut émerger et qui veut, disons, affronter cette domination, eh bien, il faut l'écraser. C'est tout. Voilà. Donc, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. L'une des premières mesures que l'Occident a prises, c'est d'interdire la version de l'adversaire. Voilà, c'est de fermer tous les médias russes et de dire non, c'est la propagande. Les Russes font de la propagande, nous on ne fait pas de la propagande. Nous sommes du côté de la lumière, de la vérité, puisque l'Occident, c'est celui qui détient la vérité mondiale. Donc, on interdit d'abord, on coupe les médias russes qu'on a tolérés jusque-là, et en ce moment-là, on organise la mobilisation occidentale à travers une pression médiatique énorme. Des experts qui sont tous là, tous les jours, matin, midi, soir, sur toutes les antennes, pour dire que Poutine c'est le diable, Poutine c'est le diable, Poutine c'est le diable, 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 c'est le diable. Nous avons vu des guerres en Irak. Non, non, ce n'est pas des hommes ça. Ça ne compte pas. C'est la bonne guerre ça. Afghanistan. Non, non, on n'a pas vu l'Occident être dans cet état d'indignation suprême. Non, non. On a vu la Libye. Non, non, Kadhafi assassine. Non, ça c'est bon, ça c'est bien parce que ça c'est les barbares, il faut aller. Non, non, ça c'est bon. On va bombarder la Somalie. Non, ça personne ne le sait, tu l'as dit tout à l'heure. Au Congo, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a la guerre au Congo qui dure depuis une des guerres les plus terribles. La guerre des ressources minières du Congo. Non, ça ne résiste pas. Ce ne sont pas des êtres humains. On est allé bombarder la Côte d'Ivoire, capturer Laurent Gbagbo, l'amener à la CPI à La Haye durant 10 ans. On le laisse comme ça, on lui dit, bon, maintenant, tu n'as commis aucun crime, rentre chez toi. C'est fini. On a assassiné tous les patriotes africains. On a assassiné tous les patriotes africains. Thomas Sankara, Lumumba, Olympio. Et tous les jours, on continue de nous assassiner. Nos patriotes sont assassinés. Qui en parle? Tout ça, c'est exclu. C'est-à-dire que nous sommes exclus de l'histoire. Et si les Noirs veulent revenir au cœur de l'histoire, puisque d'ailleurs nous sommes le peuple par excellence, le peuple historique par excellence, ce que Sarkozy va contredire en 2007 en disant que le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas suffisamment intégrée, n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Alors que l'homme est né en Afrique. C'est-à-dire que l'histoire, ça dit que l'Afrique est l'incarnation de l'histoire. Mais on va nous dire non, non, puisque nous sommes dans un état de faiblesse totale, évidemment qu'on va nous dénier notre appartenance à l'histoire. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent nous forger, qui doivent nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions que notre peuple est dans une situation où, s'il veut regagner la place d'où il a été déchu, d'où il a été chassé, dans son parcours historique, réduit maintenant à un peuple asservi,
même vendu récemment après la chute de Kadhafi en Libye, eh bien, notre peuple doit se reprendre en main, revenir à la bifurcation où il a été chassé de l'histoire, exclu de l'histoire, pour s'organiser et mener la lutte de libération pour se reconstruire. Sans ça, il n'y aura pas de salut pour nous. Nous avons vu qu'aux États-Unis, par exemple, on avait dit, bon, quand un noir sera président, la situation changera. Bon, on a vu. Et puis, en fonction de cette hypothèse, quand Obama a été propulsé par le système, après les années terribles de George Bush, on a vu une partie des Noirs être très enjaillis en disant « Super, maintenant, voilà, on a un Noir à la Maison Blanche, c'est là. » Ça veut dire que l'humanité africaine est en train de progresser. Eh ben non, c'est que Obama n'a pas été promu pour défendre les intérêts des Africains. C'est un Américain. L'establishment américain n'a pas pu promouvoir Obama si ils avaient un seul doute sur le fait que Obama allait défendre les intérêts des Africains. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux grandes actions d'Obama en Afrique, c'est l'assassinat de Kadhafi et la destruction de Laurent Gbagbo. Mais malgré ça, je vois toujours des Noirs qui sont toujours très contents de publier la photo d'Obama, le trouvant beau, comme si c'est-à-dire que le fait d'être beau signifiait quelque chose, quoi. Et puis, ben voilà, on s'identifie à quelqu'un qui a contribué à détruire les deux seuls régimes africains qui étaient dans les intérêts des Africains à l'époque, en 2011. Vous voyez, donc il y a une sorte d'anti-valeur. Donc ceux qui sont les traites à notre peuple, ou qui sont des outils que le système utilise pour écraser notre peuple, ou en tout cas le tromper sur la réalité de ce monde, bien on les élève. Hein. On a vu par exemple en France des Noirs qui ont appartenu au gouvernement, c'est-à-dire Christian Taubira, Ramayad, ou des choses comme ça. Et puis les Noirs sont très contents de dire « Ah, mais ça montre que, bon, on progresse, que c'est pas, voilà, la France, ça change parce que les Noirs sont au gouvernement. » Mais non, c'est des gens qui sont promus pour camoufler la réalité de ces pays-là envers notre peuple, quoi. Donc, tout ça ne nous sert à rien. Et il faut que les Noirs le comprennent et se disent que nous sommes dans un monde qui est fait de guerre, de compétition entre peuples, entre sociétés, et que, tu parlais tout à l'heure de la démographie africaine. La démographie africaine ne signifie rien si cette démographie n'est pas accompagnée de l'industrialisation, d'abord de la libération de l'Afrique, de l'industrialisation de l'Afrique, et de, je vais le dire, les âmes sensibles n'ont qu'à se sortir. Si l'Afrique ne se dote pas des armes de destruction massive les plus puissantes pour blinder notre continent, pour protéger notre continent, si on ne le fait pas, c'est terminé. Parce que les pays émergents, on le voit, la Chine, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui ont très envie, hein, c'est trop tard pour eux, mais qui ont très envie de casser la Chine aujourd'hui, ils ont très envie de le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que la Chine est armée. Pourquoi les États-Unis qui ont très envie, depuis des années, d'attaquer un pays comme la Corée du Nord, ne peuvent pas le faire? Parce que la Corée du Nord est armée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer directement en guerre contre Poutine qui s'attaque à l'Ukraine chérie de l'Occident? C'est parce que Poutine est armé. Donc, dans le monde, ceux qu'on respecte, c'est ceux qui disposent de la puissance, de la force, de la capacité de résister et d'assumer leur position. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc si on ne le comprend pas,
on va continuer à faire de petites discussions. Oui, racisme, on nous traite ceci, comme cela. Tant que nous n'allons pas reconquérir notre espace africain pour le reconstruire et le protéger définitivement en construisant des États viables, des États stratèges avec des patriotes qui sont capables de conduire le peuple noir vers la renaissance de notre peuple, eh bien, nous ne serons pas respectés. On peut avoir quelques victoires, c'est-à-dire que quand on va à Berne pour défendre le compatriote qui a été maltraité durant 18 ans, c'est marginal. Voilà, c'est marginal ça. C'est parce que ça ne fait pas encore un peuple. Donc nous devons prendre conscience de tout ça et commencer véritablement par nous organiser ici hein, et construire des instruments puissants qui pourraient nous permettre de nous orienter vers notre peuple qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est en train de lutter avec les armes qui sont les siens, même si, qui sont les siennes. Même si nous avons encore du chemin devant nous, aujourd'hui il y a quelques frémissements d'espoir. On parlait du Mali, tout n'est pas parfait, mais il y a quelque chose qui a recommencé là-bas. C'était un peu l'espoir qu'a suscité Thomas Sankara avant d'être assassiné. On voit qu'il y a une petite... Voilà, il y a quelque chose qui renaît à partir du Mali. Et si les Africains amplifient cela, en étant vigilants et en corrigeant tout ce qu'il faut corriger, parce que cet exercice-là n'est pas très facile non plus, mais en corrigeant les choses, les fautes et les erreurs qu'on peut identifier, en étant conscients, nous pouvons être en mesure d'espérer, faire renaître ce continent qui a besoin absolument de cela pour que le peuple noir puisse renaître. Merci à vous, frère. Alors, tout ce qui a été dit ici par rapport au film, si vous avez quelques éléments quelques éléments pour compléter hein, les analyses ou bien des questions aux invités, on peut, voilà, vous pouvez prendre la parole pour poser des questions et puis on va essayer. Madame? Je voulais juste, c'est pas une question, c'est un peu compléter ce que André et puis notre frère comme la Pougli a dit. Par rapport aux Africains, quand on organise quelque chose et qu'on a des difficultés à rassembler vraiment une grande partie des gens, je pense qu'il y a un problème de prise de conscience. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font, il y a beaucoup d'informations qui circulent et qu'on voit, c'est ça qui provoque aussi tous ces mouvements. En Afrique, on est un peu plus informé et moi je me dis que le peuple noir a vécu beaucoup de choses, a vécu beaucoup de traumatismes pendant, je ne sais pas, 400 ans. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu la néocolonisation. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas tout à fait libérée de ça. Il y a eu beaucoup de traumatismes. Donc, il faut vraiment un travail de prise de conscience. On dit toujours qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller en avant si on ne connaît pas son histoire. Donc, il faut travailler sur son histoire, savoir tout ce qu'on a vécu et tout ça. Et ça, notre histoire ne doit pas nous empêcher d'avancer. Il faut juste la connaître. Et cette histoire doit nous fortifier et nous permettre de lutter pour aller en avant. Ouais. Et je trouve que c'est très important qu'on continue à informer, à s'informer et soutenir vraiment les gouvernements qui ont ce courage comme le Mali de s'imposer et dire que nous on ne voulait plus que vous nous dictez ce qu'on doit faire et ainsi de suite. Et ça, c'est un point. Je trouve qu'il y a encore un travail à faire, mais je pense quand même qu'il y a un peu d'espoir. Il y a les mouvements qui montrent vraiment que voilà, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Un autre point, c'est sur
la présidence d'Obama. Et je me souviens que quand Obama était élu, moi j'avais dit à André, il est condamné à décevoir les gens, les Africains. Parce que j'ai vu et puis j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'espoir concernant les Africains. Mais Obama, c'est un Américain. Il n'a pas dit comme Trump avait dit. Trump a toujours dit American First. C'est clair, Obama, il est américain. Il ne va pas défendre les intérêts des Africains, même s'il a les origines africaines. C'est un Américain. Il est là pour défendre les intérêts des Américains. Et on l'a vu. Et moi, je savais qu'il ne peut que décevoir les Africains. Okay. Donc, il faut être conscient de ça. Et puis, quand on tombe, il faut se relever et puis continuer notre ligne. Merci. On ne le verra pas, mais on y arrivera. Ouais. Merci beaucoup. Oui, madame. Marceline. Oui, je voudrais aussi ajouter un peu de ça dans ce que mes frères ont dit. Tout ce que vous avez dit est vrai, mais on dit que l'union fait la force. Est-ce que nous sommes déjà unis pour combattre l'Occident? Il y a trop de jalousie qui existe entre nous. Quand bien même on élabore des plans, des stratégies, c'est une personne parmi nous qui va encore prendre tout le plan pour aller dévoiler à nos ennemis. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte? Au moment de venir faire la guerre, qu'eux, ils sont déjà postés à nous attendre. Ils nous écrasent seulement. Donc nous sommes écrasés. Tout ce que nous avons à faire, ce n'est que subir. Quand vous parlez d'Obama, est-ce qu'Obama avait vraiment la liberté de faire grand chose? Il avait les mains liées quand on regarde bien. Et puis le peu de décisions qu'il a prises. Quand Trump est venu, il a tout annulé. Donc c'est difficile. Si vraiment nous voulons nous en sortir, peut-être pas nous, pas nos enfants, peut-être nos petits-enfants, nous devons d'abord nous unir, vrai dans la franchise. Savoir que nous sommes tous frères et sœurs et que nous avons un seul Père, Dieu le Père qui nous a créés. Parce qu'il y a trop de divisions parmi nous. Il y a trop de jalousie. C'est pour cela que pour que nous nous en sortons, c'est difficile. On a encore du chemin à faire. Moi, je suis auxiliaire de santé. Je m'occupe des personnes âgées. Je ne peux pas vous raconter ce que j'entends, ce que je vis. C'est trop dur. Vous faites un bon dîner à votre patron. Vous braisez un gros poisson bien fait avec des bananes plantains mûres, bien frites. Vous mangez ensemble, vous enlevez la tête. J'enlève la tête, je mets dans mon assiette. J'enlève la chair, je mets dans son assiette et dans l'assiette de sa femme. On commence à manger. Il me guette au coin de l'œil. Je dis seulement, je vais entendre ce que tu es en train de mijoter dans ton cœur aujourd'hui. Peu de temps après, ma petite Marceline, on ne connaît ni cuillère ni fourchette. Je dis quoi, monsieur Sid? Ah, je demandais si on ne connaît ni cuillère ni fourchette. Je l'ai regardé tout droit dans les yeux. Je lui ai dit, monsieur Sid, vous savez, nous les singes, là-haut dans les arbres, il n'y a ni cuillère ni fourchette. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai dit que c'est ce que vous pensez. De toutes les façons, je ne mange pas avec les doigts. Je décortique. Qu'est-ce que je peux bien faire avec un couteau et une fourchette sur une tête de poisson? Ok, merci. Alors, pour vous dire, je ne peux pas vous raconter parce que vous allez encore avoir pitié de moi. J'entends. Merci pour ton intervention. Mais, je voudrais souligner quelque chose d'important. Oui. Non, mais bon, parce bref. qu'on parle. Non, mais c'est très important. Parce que moi, je vis aussi certaines choses. Ça m'arrive aussi au quotidien. On parle donc de ce racisme systémique, donc qui est à un niveau. Tu as très bien expliqué. Vous l'avez bien expliqué. Vous avez aussi délimité. C'est bien qu'au début, vous ayez délimité ce qui est les rapports humains dans le quotidien. Parce qu'on soit noir, blanc, les histoires de la lessive, le bruit ou des problèmes de voisinage et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est bien délimité. Ça. Mais seulement, il y a quand même aussi un problème. Parce que bon, moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. Et il n'y a même pas très longtemps, dans un cabinet médical, j'ai besoin du CD de ma radio du genou. Et puis il y avait une dame, il y en avait deux, et l'autre n'était pas là. Une dame qui était
malheureusement, oui, je peux dire, qui était d'origine africaine. Non, mais elle m'a fait chier pour ce CD. Je l'ai senti, hein. Et j'ai aussi parfois, ça peut m'arriver qu'il y a aussi des contacts. On fait une remarque. Moi, j'avais un voisin, il lave tout le temps quand je lave. Alors moi, je me suis dit, je l'emmerde pas. J'ai dit, bonjour monsieur, vous savez, c'est que j'ai... Ah, mais c'est exceptionnel. Ok, mais j'ai dit, dites-moi le avant. Des fois, ça arrive qu'on dit quelque chose à quelqu'un. Non, mais... Et cette réponse automatique, et c'est pas que du côté des Africains, ça peut... C'est, ah, mais vous êtes raciste. Donc, il y a un mélange aussi. Parce que ça, moi je dis, il faut qu'on sorte aussi de ces... Il faut bien délimiter ce qui est ce truc en haut là, parce que dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de problèmes aussi. Et pourquoi? Moi je me dis, moi j'ai pas été éduquée comme ça. J'ai eu la chance d'être à la maison. Je ne sais pas ce que c'est. Moi je vois la dame Marceline, mais des gens comme ça, mais c'est terrible, il y en a plein. Et à l'hôpital cantonal, il y avait une amie qui travaillait comme infirmière, et il y avait des gens, mais c'est sûr que il y a des cons, des gens bornés, des gens qui ont été 2 fois à Berne, des paysans. Alors ils refusaient d'être soignés par une négresse, et, à part pour leur mettre la main au cul, puis c'est tout, quoi. Mais je dis les choses. Mais il y a des cons, et il y a une dame que j'ai connue du Congo, qui habitait au Schönberg. Puis un jour, elle m'a dit, mais vous savez, c'est une honte, parce que la dame qui lave après moi, il y a un tableau de lavage, elle ne veut plus laver son linge parce qu'il y a eu la négresse avant. Mais je me dis, c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je me dis, dans les rapports de tous les jours, quand on se parle, moi j'essaie de le faire au quotidien, mais je vois aussi cette... Voilà, si quelqu'un m'emmerde, hein, moi je dis franchement, qu'il soit blanc, noir, rouge, bleu, vert, moi j'ai dit, écoutez, ça va pas, mais c'est pas dirigé. Vous voyez, c'est très compliqué ce truc-là. Et des fois, on ne sait plus comment. Mais c'est vrai que Marcine, ce qu'elle dit là, il y en a, mais il y a des. Mais c'est impressionnant, moi j'entends beaucoup de choses à Fribourg aussi. Ils sont cons les gens. Ouais, on va arriver. Mais non, on ne veut plus. Le soir, on ne sort plus parce qu'il y a tous ces noirs. Merci, au fond. Merci aux conférenciers. Je suis très ravi de l'exposer. C'est tellement cool, mais c'est très intéressant. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est normal, c'est le journée africaine, hein, c'est ça. Mais pour ajouter le racisme, il est un peu partout aussi. Mais par contre, ce qui m'a retenu mon attention, c'est d'avoir trouvé certaines solutions pour pouvoir voir comment est-ce que nous, les Africains, on peut se communiquer. Mais la solution que moi je propose, c'est une solution, une approche de solution. Aujourd'hui, on a au moins les réseaux sociaux. Je pense que ça fait vraiment son effet. Si on peut aussi beaucoup travailler dessus, pour ça communique, parce que moi, actuellement, je communique vraiment au pays. Ils me disent beaucoup, même ceux qui sont dans les gouvernements dictatoriaux, ils arrivent à me dire, il y en a qui sont conscients avec les enfants à travers les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais, si c'est possible, qu'on travaille vraiment dessus. Au lieu de partager des musiques et autres, on puisse se partager. Moi, ça sensibilise énormément. Depuis ici, pour nos organisations aussi, ça peut vous aider. Voilà ce que je voulais contribuer. Okay. Mais aussi, concernant notre situation ici, c'est vrai ce que vous avez vraiment touché. Si nos responsables, disons nos autorités au pays se comportent comme ça, vraiment on aura de la peine. Donc c'est là aussi qu'il faut beaucoup travailler. Parce que pour qu'on puisse nous respecter, ça dépendra de chez nous aussi. Merci Kassim. Alors, oui, à vous la parole, madame. Moi, une petite réaction par rapport à ce que vous avez dit, madame. Oui. Je pense qu'il y a une précision lexicale à faire. Une quoi? Une précision lexicale à faire. Oui, oui, non, mais... C'est-à-dire que, non, j'ai pas encore parlé. Laissez-moi juste le temps de le faire. Le mot nègre est une réappropriation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche décoloniale. C'est ça. Et c'est les Noirs qui se sont appropriés ce mot-là. Un Noir s'appelle nègre, mais un Blanc n'a pas le droit d'appeler un Noir nègre. C'est-à-dire que vous dites, on n'a pas, enfin, vous dites le mot nègre, on peut vite
c'est pas juste. Non, mais moi, je ne le dis pas, moi. Je donne des exemples de gens qui le disent. J'ai très bien compris et je tenais juste à vous faire cette précision-là parce que c'est pas un amalgame. C'est juste que les Noirs refusent aujourd'hui qu'on les taxe de tout et n'importe quoi. Bien sûr. Donc moi, j'ai le droit de m'appeler nègre, mais un autre, pas du tout. Absolument. Donc ça, je trouve que c'est très important de l'intégrer. Maintenant, par rapport aux solutions qui ont été proposées, je pense que c'est des solutions au niveau très macro. Mais aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau micro. Au niveau micro, dans la mesure où nous, particulièrement, Noirs, on n'a plus à se plaindre quand on se fait victimiser. Enfin, on n'a plus à se plaindre du racisme en réalité. Le racisme structurel, comme tu l'as dit, elle est là. On la connaît aussi, on le connaît aussi. Hein. On sait comment il se manifeste. Le travail, du travail se fait au niveau intellectuel, au niveau politique. Ceux qui ont la main là-dessus essayent de faire des choses là-dessus. Au niveau micro, qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants, qu'est-ce qu'on leur inculque? Est-ce qu'on va continuer par aider nos enfants ou les encourager à occuper le bas de l'échelle? Ne les encourageons pas à donner le maximum pour qu'elles deviennent, ces enfants-là, ils deviennent la crème de la société d'accueil demain. Même si on travaille aujourd'hui à ce que nos pays en Afrique se relèvent, nos enfants qui sont nés ici, à un moment donné, il faut qu'ils travaillent beaucoup. Alors beaucoup qui comprennent qu'ils doivent travailler 3, 4, 5 fois plus pour ne pas être des auxiliaires de vie, des auxiliaires de santé, des plongeurs, parce que ce n'est pas comme ça qu'on sera respecté. Et ça, c'est très important. Ça commence dans les écoles, où aujourd'hui, les enseignants commencent par dire à nos enfants qui sont très doués dans les travaux manuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes destinés à ne pas travailler votre cerveau. Vous êtes vous faites beaucoup du sport, c'est très bien. On vous voit devenir, je dénigre pas le sport, c'est très bien, mais commençons déjà par dire à nos enfants à travailler, à devenir des médecins, à devenir des chercheurs, à utiliser leur cerveau parce qu'on en a un. On a un cerveau, il faut qu'on commence par l'utiliser déjà nous, hein, et puis déjà, vraiment, c'est très important pour moi, aider nos enfants à faire du travail intellectuel parce que ce n'est que comme ça qu'on arrivera. Merci beaucoup. Alors, d'après les intervenants, voilà vos dernières réactions sur ce qui a été dit ici. Et on parle de division, on parle de l'éducation, on parle de s'unir, tout ça là. Pourquoi le peuple africain n'arrive pas à s'unir, à se mettre ensemble? Donc, vos dernières réactions vont un peu ramasser tout ça là. Merci, on laisse la parole au frère Louendé. Il faut laisser peut-être une réaction, puis on verra s'il y a encore quelques interventions. Non, parce qu'il y a une autre présentation. Ah. Après cette présentation, on peut encore... Je crois que je vais commencer par le point que je considère le plus important. Ça veut dire le dernier point qui vient d'être soulevé, qui concerne nos enfants. Je crois que nous avons au niveau du camp, c'est un thème, un point que nous avons discuté très profondément. Et parmi nous, disons dans notre groupe, il y avait une psychologue, Christine Fröhlicher, Carmen Fröhlicher. Donc c'est un sujet qu'on a thématisé dessus, on a beaucoup discuté là-dessus. Et je vais dire, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'identifier, il y a deux axes, disons, sur lesquels nous pouvons appuyer. Le premier, c'est d'identifier tout ce qui discrimine nos enfants. La première des choses qui discrimine nos enfants, c'est quand l'enfant va à l'école avec ses camarades, sur le bord de la rue, il voit des images des Noirs malheureuses. Ça veut dire qu'on lui renvoie à cet enfant qui vient de naître, on lui renvoie une image négative qui a attrait à sa couleur de peau. Ça, c'est la première des choses. C'est visuel, c'est fait exprès dans une société bien organisée comme la Suisse.
Donc, les publicitaires, c'est bien étudié, ils savent comment le faire. C'est sublimal. On met ces images-là. L'enfant qui va à l'école, il a 4 ans, 3 ans, je ne sais pas, avec les petits, disons même 10 ans. Voilà cette image-là qu'il voit tous les jours. Donc, au niveau du CRON, on a thématisé, on a essayé de lutter contre ça, de dire que ce n'est pas acceptable qu'il y ait ces genres d'images-là qui véhiculent une autre information vers les enfants. Ça, c'est la première des choses que nous avons essayé de faire. La deuxième des choses, l'autre axe que nous avons essayé de faire, c'est au niveau des écoles. Au niveau des écoles, là encore, il y a du travail à faire pour les organisations comme le MONTA, les organisations qui sont là, et de voir qu'au niveau des écoles, d'être très vigilant, que ce qui est dit avec à l'école, que les parents rapportent aux enfants, que ces choses-là soient conformes à l'éducation, au respect de la valeur humaine. Si ce n'est pas conforme, les parents, effectivement, ça va pénaliser, on dit, ça va pénaliser l'enfant, mais on doit trouver les moyens de le faire au niveau de la direction de l'école, qu'il soit informé qu'il y a un problème qui se passe avec l'enfant et que ça peut déstabiliser l'enfant. Le cas que tu as cité, c'est un cas très important de savoir que déjà l'enfant, on l'oriente, c'est très subtil, on l'oriente vers le manuel, on ne lui laisse pas l'occasion de se développer. Et ça, c'est vachement très important. Ça veut dire que les organisations avec les parents doivent pouvoir travailler. Nous avons beaucoup insisté sur ça au niveau du camp, que les parents doivent nous aider. On avait Carmen Folicha, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, c'est une haïtienne. Elle s'est beaucoup battue sur ça. Elle était aussi à la commission fédérale contre le racisme et après à la commission contre la liaison de la migration à Berne. Pour terminer, si tu me permets encore, le dernier point, c'est par rapport à ce que vous avez dit, et c'est vrai, c'est un problème de société que nous ne pouvons pas résoudre. Pourquoi? Parce que le problème du racisme qui est mélangé avec le problème de la friction humaine entre les êtres humains, nous ne pouvons pas résoudre. Le problème que nous pouvons résoudre, c'est le racisme institutionnel, systématique, qui est vraiment structuré. Ce problème, nous pouvons le résoudre. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la faiblesse humaine, oui, que s'il me taquine, je vais... La différence, même s'il n'y a pas de différence de couleur de peau, s'il me taquine, je vais chercher qu'est-ce qui va lui faire mal pour le taquiner, pour rendre. Donc c'est ça le problème. Chacun doit comprendre et puis essayer de jouer aussi. Ça c'est vachement important, c'est aussi quelque chose, un message que je donne, de penser aussi à sa sensibilité. Est-ce que ce qu'il dit, s'il m'a insulté, est-ce que je ne peux pas lui rendre seulement? Est-ce que ça change quelque chose? Je lui rends, c'est un intérêt humain. Il m'a traité de con, je lui ai dit, mais tu es un con aussi. Non, je continue mon chemin. Je parle pas d'insulte. Non. Moi, c'est moi qui t'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple pour dire que la réaction peut être simple. Il faut essayer de vivre ensemble. On parle tellement du vivre ensemble. Mais oui, mais le vivre ensemble, c'est vrai. Oui, ouais. Mais le vivre ensemble, malheureusement... On en parle tellement qu'au fond, il ne se vit pas toujours. Oui. Pas beaucoup. On en parle tellement. Parce qu'on entend que ça a des théories. C'est juste. Là, on veut vivre ensemble, on nous saoule de ça du matin au soir. Oui. Mais au fond, c'est parce qu'il n'existe pas toujours. Il n'existe pas. Oui, c'est vrai, ça n'existe pas. Parce qu'il y a un discours empoisonnant. C'est un discours d'intello. Il y a un discours empoisonnant qui fait que nous tous nous sommes victimes. Il faut des théories, puis après, mais il faut essayer chacun quotidiennement tâcher d'être... On va laisser la parole à M. Pobli. Moi, je ramasse des... Je veux, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais rester un peu dans les grandes lignes, dans les grandes idées. Tout d'abord, les Africains doivent savoir que l'histoire a des lois. C'est clair. L'histoire a des lois, comme il y a des lois des mathématiques, etc. Et que dans la nature, les zones de basse pression attirent toujours les zones de haute pression. C'est comme ça. Quand il y a une faiblesse quelque part, les gens qui sont forts
viennent toujours dominer les faibles. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas raconter encore d'histoire. Et je ne vais pas plaindre les Noirs. Hein. À commencer par moi-même. Je ne vais plus nous plaindre de ça. Si les Noirs ne sont pas capables, si nous-mêmes ne sommes pas capables de comprendre ce qui nous arrive là, pour nous organiser, moi, je ne vais plus plaindre les Noirs. Et j'en ai assez maintenant. Moi, je ne veux plus même militer. Parce que ce sont mes dernières apparitions ici. Je ne vais pas continuer. Un peuple qui a construit l'Égypte antique. Un grand peuple qui a enfanté l'écriture. Le peuple premier est devenu le peuple dernier aujourd'hui. Ça nous fait rien. Et les gens s'amusent. Et les gens s'amusent. L'histoire, elle est la fille de la géographie. L'histoire, elle est la fille de la géographie. C'est-à-dire, avant qu'un peuple ne crée quelque chose, ne soit considéré comme un peuple, ne s'organise et ne gagne le respect, il doit d'abord posséder son espace. La géographie d'abord. Nous ne sommes pas, on n'a plus d'État, on n'a pas d'État en Afrique. Notre géographie nous a échappé. On nous a conquis depuis des millénaires. Les peuples de la mer d'abord. Nous sommes affaiblis chez nous. Chez nous, nous sommes inexistants dans nos espaces. En Afrique. Donc, nous ne pouvons peser rien du tout sur la scène internationale. Nous ne pouvons rien peser dans la problématique de l'humanité. Nous ne sommes rien. C'est ça la vérité. Donc, s'il vous plaît, si un peuple a sa géographie qui lui a échappé, c'est-à-dire que d'autres peuples sont venus sur votre terre, ils vous ont fait la guerre, ils ont détruit votre système politique, la royauté africaine, ils vous ont capturé durant 400 ans, et après ça, ils ont colonisé. Après la colonisation, ils ont mis des dictateurs à votre tête, qui font du n'importe quoi avec des guerres, etc., etc. Et puis que vous ne pensez pas reconquérir cette géographie d'abord, vous ne pouvez rien faire. Et il ne s'agit pas de la pitié. La pitié n'existe pas dans la géopolitique. La pitié n'existe pas dans la politique internationale. Et les forts ne sont pas faits pour sortir les faibles de leur faiblesse. Non. Les faibles, on les domine, on les écrase. C'est ça la loi de la politique internationale. Donc, il faut que les Noirs le comprennent. Ceci pour dire que tant qu'un peuple n'a pas d'État, ce peuple n'est rien. Ça a été prouvé par l'histoire des Juifs. On peut dire tout ce qu'on veut sur Israël d'aujourd'hui, en disant que c'est un État qui est né d'un génocide, d'apartheid, un État qui écrase les Palestiniens. Tout ça, c'est vrai. Mais tant que les Juifs n'avaient pas d'État, les Juifs ont beau être intelligents, ont beau être ceci, mais disséminés, dispersés partout, tant qu'ils n'avaient pas constitué un État, les Juifs étaient, peut-être, il y avait des réussites individuelles, ici ou là, mais ça ne faisait pas un peuple. Mais aujourd'hui, à partir du moment où ces gens, on connaît très bien l'histoire, ils ont un État, ils sont devenus une puissance. Donc, nous devons comprendre que si l'Afrique, si nous ne faisons pas en sorte que les enclos coloniales qu'on appelle abusivement des États en Afrique aujourd'hui, tant que nous n'avons pas cassé tout ça pour reconfigurer la carte politique africaine, il y aura pas, nous n'allons pas refaire l'histoire, nous allons rester très petits comme nous le sommes actuellement. On parlait tout à l'heure des parents, des enfants. Mais comment voulez-vous que nous puissions former, que des enfants soient formés si les parents eux-mêmes ne savent même pas de quoi on parle? Notre défi est énorme. Notre défi est énorme, ceci dans la mesure où la question qui se pose à nous les Africains, c'est comment humaniser des gens qui sont déshumanisés totalement. C'est ça la question maintenant. Comment nous allons nous réhumaniser? Il faut réhumaniser l'Africain. L'Africain doit devenir homme, marcher sur ses deux pieds, la poitrine en avant, regarder droit dans les yeux ses dominateurs et lui dire c'est terminé. Mais pour arriver à ça, nous avons besoin d'organisation.
Absolument, nous avons besoin d'organisation. Et l'organisation suppose que tout d'abord, je vais terre à terre, que les Africains commencent par devenir humbles. Il faut qu'il y ait il faut qu'on regagne en humilité pour identifier. L'humilité veut dire qu'il faudra être capable d'identifier parmi nous des gens qui sont intelligents, qui sont des patriotes et auprès de qui nous pouvons apprendre. C'est ça le leadership, c'est-à-dire identifier des leaders parmi nous, les suivre. Parce que aujourd'hui, nous disons que l'espace est démocratisé, chacun peut venir dire n'importe quoi, n'importe où, il y a les réseaux sociaux, donc toutes les pensées s'équivalent. C'est le désordre total. Il n'y a plus de hiérarchie dans les connaissances ni dans les pensées. Donc, nous sommes dans un désordre total, c'est le chaos. Donc, il faudra qu'on redevienne humble pour savoir que dans un peuple là, il y a des gens qui possèdent des connaissances, qui sont lucides, qui sont des patriotes, qui ont des qualités de pouvoir conduire des groupes. Et ces gens-là, on doit pouvoir les identifier et nous regrouper autour. Et non dire, bon, moi aussi, je suis autonome. Quoi? André, tu es qui? Moi, je ne peux pas être derrière toi, je m'en fous. Fais ce que tu veux, moi aussi. Quoi, tes idées? Mais tes idées t'appartiennent. Moi aussi, j'ai les miennes. Donc, nos idées s'équivalent. Donc, non, non. Continuons chacun son chemin. Non. Si on fait ça, si on continue ça, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de discipline au sein de nous. Et nous n'allons jamais redevenir puissants parce que nous serons toujours désorganisés. L'indiscipline caractérisée sera là. On ne prend rien au sérieux. Hein? On ne prend rien au sérieux. Et puis, la situation va continuer comme ça. Donc, moi, ce que je vais dire pour terminer, c'est que nous devons réapprendre à agir. Mais pour réapprendre à agir, nous devons accepter cette humilité-là, que nous ne savons pas grand-chose. Notre peuple a été complètement détruit et continue d'être détruit. Nous devons aller à l'école, à une école alternative, pas l'école coloniale, je ne parle pas des diplômes. Non, non, je parle de l'école de la vie. Et des discussions comme ça constituent nos écoles pour nous réarmer mentalement, pour comprendre le monde dans lequel nous sommes et savoir que ce n'est pas l'action que les situations humaines changent. Ça ne sert à rien d'attendre le miracle, ça ne sert à rien d'attendre que les dominants, ceux qui nous dominent, regagnent en humanité et puis changent leur position pour devenir nos amis et nous aider. Non, ça n'existe pas. Donc, continuez à envoyer des messages puissants à nos cerveaux en nous disant que nous étions un grand peuple. Mais nous sommes aujourd'hui un grand peuple qui est déchu, qui est colonisé, qui a été esclavagisé, qui continue d'être brimé, qui va continuer. Et que si nous voulons que ça cesse, nous devons réapprendre comment les peuples qui ont été dominés hier ont marché pour reconquérir leur être, pour reconquérir leur espace et reconstruire leur pays pour devenir ce qu'ils sont. Sinon, nous allons pleurer toute la vie, rien ne changera. Merci beaucoup. C'était les deux dernières réactions. On va revenir sur la question parce qu'on avait demandé avant. On avait mis fin. Donc bon. Juste un peu. Je dis, nous-mêmes, nous sommes le mal aussi. Hein, parce que quand je vois ces programmes-là, c'était projection de films à 14 h. De bas, c'était, je sais pas, 16 h. De bas, 16 h. Je sais pas, je vais pas continuer. Donc, si nous voulons changer, il faut donc commencer par nous-mêmes.